Bonjour Antonin Jakowski, Bonjour Robin Troutot. bienvenue dans ce nouveau volet des conversations de la société du lien, des discussions libres sur les enjeux de la société du lien qui concernent le lien à soi, les liens entre les individus ou à notre environnement. Alors vous êtes historien et co-directeur du pôle politique et religion du Collège des Bernardins, un lieu dédié aux questions de notre société et à leur rencontre avec la sagesse chrétienne qui propose une démarche en fait pluridisciplinaire où se croisent toutes les sciences de l'homme, la théologie, la philosophie, les sciences et l'art. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles et vous réfléchissez à ce que peut être le monde de demain par le prisme de l'éthique et du vivre ensemble. Alors pour commencer, je voudrais savoir quelle est votre définition du lien et est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de cette société est à la fois aussi interconnectée que morcelée? Alors oui, je suis d'accord sur ce constat, sur le fait que on est une société de plus en plus interconnectée et de plus en plus morcelée. Et c'est tout le paradoxe de cette nouvelle société digitale ou société numérique qui fait qu'on a des interactions de plus en plus avec l'ordinateur, avec le téléphone, mais pas avec le réel nécessairement. Il y a une médiation qui se produit et qui est réalisée par des algorithmes qui nous dépassent. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de à la fois bénéficier, je suis pas technophobe, à la fois bénéficier eh bien du génie à la fois informatique, mathématique, biologique, qui nous permet de travailler à distance, de faire ce type d'interview, de soigner également le virus contre le vaccin contre le virus. On l'a trouvé grâce aussi à des techniques remarquables. Donc oui, et en même temps, comment faire pour gagner en humanité et pas en distanciation. Et du coup, la question que vous posez sur la définition du lien, elle est capitale parce que on peut avoir une compréhension du lien qui est justement technologique, qui est tout simplement de nous mettre d'un site internet à un autre site internet, alors que dans une vision humaniste, que moi j'appelle une vision personnaliste, le lien, c'est ce qui permet non seulement d'être relié, mais de s'épanouir. Et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase qui nous dit que le lien est plus important que le bien. Le bien, c'est matériel, c'est du domaine de l'avoir. Le lien, c'est du domaine de l'être. C'est donc du domaine de la personne. Et donc, c'est là où on est obligé de parler de philosophie et d'essayer de comprendre que la personne, c'est un trésor. C'est plus important que l'individu en réalité. D'accord. Et qu'est-ce qui, selon vous, en fait, déstructure nos liens sociaux aujourd'hui? Et comment définiriez-vous aussi la crise qu'on vit? Alors, sur la première question, ce qui déstructure, puisque ce que le lien est un trésor qui relève de l'être, il faut se positionner donc au niveau de l'être, de la personne, comme euh, la définition de la personne, c'est l'individu sujet de droit qui ne peut s'épanouir que par, pour autrui, par et pour autrui, au nom du bien commun. Et donc, si on n'a pas ça en tête, si on a une définition de l'être humain comme un individu, c'est-à-dire simplement ce qu'on a sur la carte d'identité, couleur des yeux, taille, etc., eh bien, on est pris comme un objet. On est vu comme un objet, que ce soit par l'État, que par son enseignant ou par enfin, toutes les interactions sociales qu'on peut avoir, par la caisse de sécurité sociale. On est objectivé, on n'est Mhm. pas vu comme une personne, c'est-à-dire comme un microcosme, comme un macrocosme. On a tout en nous. On a l'espace, le temps à l'intérieur de notre conscience. Si ça, c'est pas pris en compte, alors le lien se dégrade. Et la société se dégrade et on est vu comme des consommateurs, comme des électeurs, mais pas comme des êtres de chair et de sang, des êtres vivants. Voilà. Donc, c'est ça le plus important. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, un philosophe canadien qui s'appelle Charles Taylor, qui a décrit tout ça dans l'histoire depuis John Locke. Il a appelé ça, dans son livre The Sources of the Self, les sources du moi, l'histoire de la culture européenne, de la culture occidentale, c'est l'histoire
du moi désengagé, c'est-à-dire du moi qui se croit libre de tout. C'est Descartes en fait. Je pense donc je suis, c'est Ouais. je pense dans la mesure où je suis désengagé de tout. Et ça, pour Charles Taylor, c'est le début de la catastrophe, parce qu'en réalité, on n'est pas désengagé de tout. On fait partie du tout. Il y a une partie de nous-mêmes qui est libre absolument, c'est vrai, mais il faut avoir une vision plus complexe, plus antinomique des choses. Il y a une partie de nous-mêmes qui fait partie du tout. Et donc, il faut tenir ensemble les deux. Et la crise écologique aujourd'hui, vous posiez la question de la crise, eh ben c'est cette idée que l'homme s'est cru dominateur de la nature comme séparé de la nature. Et il n'est pas que séparé de la nature, il fait aussi partie de la nature. Donc aujourd'hui, il faut retrouver cette idée d'un moi qui est à la fois libre, c'est vrai, de faire des choix, il est désengagé, mais il est aussi membre d'une collectivité, d'une nature, d'un cosmos. Il a donc deux libertés, la liberté de choix d'un côté, mais aussi la liberté de service, la liberté de responsabilité de l'autre. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de passer du libéralisme absolu au socialisme absolu. Il faut tenir ensemble les deux libertés. Et ça demande un travail un peu épistémologique de réflexion sur la philosophie politique. D'accord. Et vous parliez dans une interview récente au site The Conversation de reconnecter le juste et le bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? La société du lien considère le progrès comme le développement des liens à soi, à l'autre et à notre environnement, comme je l'ai dit au début de notre entretien. De quelle manière, selon vous, le progrès d'une société est-elle intimement lié à l'éthique? Ça, c'est une question capitale. C'est pas évident de résumer une question qui peut durer une heure de cours. Je conseille le cours de Michael Sandel à Harvard, qui est un MOOC qui est disponible sur Internet. Michael Sandel, pour moi, c'est un des philosophes politiques qui répond le mieux à ce type de questions. C'est lui qui répond de façon la plus convaincante à son prédécesseur, à John Rawls. John Rawls, qui se situait dans cette tradition des Lumières, cette tradition individualiste, cette tradition déiste, qui considérait, alors c'était très beau, qu'il fallait construire une société juste. Simplement, cette société juste, il y avait un a priori, un non-dit dans cette définition de la justice chez Kant et jusqu'à John Rawls. C'est-à-dire que pour eux, la justice, c'est la société égalitaire, c'est-à-dire à chacun selon ce qui doit lui revenir. C'est très ancien, c'est le principe de la balance de la justice. Il y a rien à redire. Sauf que la justice, c'est pas que ça. C'est pas juste l'égalité des chances. C'est ça, mais ça n'est pas que ça. Alors, le problème de John Rawls, c'est que il n'a retenu que cette vision de la justice versus égalité, et donc il a développé toute une théorie, la théorie du voile d'ignorance que les étudiants de sciences politiques de première année apprennent dans toutes les facs du monde. Et ça m'énerve un petit peu parce que ça aboutit au genre d'idée d'aujourd'hui de faire des CV anonymes où on met plus la photo, on met plus l'origine, parce qu'on veut rentrer dans des conditions tellement égalitaires que du coup, on ne voit plus les particularités des gens qu'on interviewe et qu'on veut aider aussi pour trouver la meilleure voie possible, tant pour eux que pour l'entreprise. Donc, en gros, cette idée de la justice-égalité, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut une idée et revenir aux anciens, et c'est ce que fait Michael Sandel qui se réfère à Platon et Aristote. Platon et Aristote, pour eux, le bien précède le juste. Et du coup, ça change tout, parce que pour John Rawls, le juste, c'est public, c'est politique, alors que le bien, c'est privé. C'est comme les goûts et les couleurs, ça se discute pas, et ça doit pas faire partie de la vie politique. Et ça, c'est terrible pour Aristote, c'est terrible pour Michael Sandel, parce que on en revient à la même idée de ce que je disais tout à l'heure sur la personne, qui est à la fois libre de faire des choix, mais qui fait aussi partie d'un tout. Et le tout auquel on appartient, la communauté auquel on appartient, elle a une histoire, par exemple. On n'est pas désengagé de son histoire. En France, par exemple, le fin du fin de l'histoire de France, et c'est la raison pour laquelle j'aime bien citer le livre de Cyrano de Bergerac, c'est la pièce de théâtre la plus jouée en France, Cyrano de Bergerac. Pourquoi? Parce qu'elle se termine par le mot panache.
le panache, voilà ce qu'il y a de plus propre à la culture française et qui a été très bien mise en vers par Cyrano de Bergerac. Si on n'intègre pas ça, du coup, on n'est pas en mesure de le communiquer. Et du coup, notamment vis-à-vis des immigrés, il y a des décalages culturels qui se font. Il n'y a pas de dialogue. Donc, une société qui est à la fois juste et bonne, c'est une société qui a conscience d'intégrer l'histoire, d'intégrer les traditions, d'intégrer la communauté. Et c'est là où on en vient à ce que vous faites sur la question du lien. On ne peut pas relier si on ne, si on ne respecte pas les communautés existantes. Il ne s'agit pas de faire du communautarisme. Il s'agit de respecter les communautés. On a souvent taxé Michael Sandel de communautariste. Il n'est pas communautariste. Il a un sens des communautés, mais de communautés ouvertes. Et ça change tout. Mais on ne peut pas faire comme on fait en France depuis 1789 et depuis la loi Le Chapelier en particulier, de zapper toutes les communautés, tous les corps intermédiaires entre l'État et l'individu. Ça va pas. Il faut des corps intermédiaires. Et là, on rejoint ce que vous dites et ce que Abdenour Bidar dit, c'est-à-dire il faut des liens à soi, à autrui, au cosmos. Et ça passe par des niveaux de conscience et des niveaux de communauté. D'accord. La crise en fait qu'on traverse, elle touche à la fois en tant qu'individualité, elle nous touche en tant qu'individualité, pardon, comme le montrent les études sur les troubles psychologiques et le sentiment de solitude, mais aussi en tant que société. Quel enseignement en tirez-vous pour demain? Alors, moi, je travaille au Collège des Bernardins et on a un groupe de recherche qui travaille sur les nouveaux paradigmes pour une société juste. On comprend qu'il y a une crise profonde qui est liée à tout ce qu'on a dit. Il y a un changement de paradigme. On ne peut plus rester sur cette idée de la seule liberté de choix, de la seule vision de l'individu désengagé, etc. Donc, il faut un nouveau paradigme. Il faut plusieurs nouveaux paradigmes. Et la crise des Gilets jaunes, mais aussi la crise de la pandémie du Covid qui a isolé les gens aussi, nous fait réfléchir. Et on veut on veut publier un livre à la fin de l'année, on veut organiser des colloques à la rentrée, au mois de janvier prochain, etc. Et quelle est notre idée qu'on aimerait bien partager avec tous vos auditeurs? Et on invite tous vos auditeurs à participer, à venir nous rejoindre au Collège des Bernardins. C'est facile de regarder sur le site, il y a tout le programme de nos prochains séminaires. C'est une démarche ouverte et participative. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de dire que oui, il faut une transition. En général, on parle de la transition écologique. Et c'est clair qu'il faut une transition écologique pour intégrer le cosmos. Mais il faut aussi une transition sociale pour intégrer la fraternité. La fraternité, c'est le parent pauvre de notre triptyque républicain. On parle de liberté, d'égalité, on parle très peu de fraternité en réalité. Il n'y a pas de politique publique, il n'y a pas de ministère de la fraternité, ce qui est très dommage. Et donc, pour intégrer le cosmos et l'altérité, le pape François dit le prochain dans son encyclique Fratelli Tutti, il faut un nouveau paradigme. Et nous, on dit, cette transition écologique et sociale, elle ne sera possible que s'il y a une transition épistémologique, intellectuelle en amont. En gros, aujourd'hui, on vit quand même sur les ruines et de la pensée moderne et de la pensée postmoderne. La pensée postmoderne, c'est une pensée qui était en désaccord avec la pensée de Kant, mais qui a tout détruit derrière elle. Et donc, on vit sur des cendres. Et il y a une part de vérité aussi dans la pensée postmoderne, en particulier le sens de l'incertitude, le sens de la fragilité, ce que Deleuze dit à propos des rhizomes et de l'horizontalité des réseaux, etc. Tout ça, c'est pourquoi pas, mais c'est pas suffisant pour construire une société vivante, harmonieuse, juste, écologique, etc. Et donc nous, on dit, pour ça, on a besoin de retrouver un certain nombre de vertus. Et c'est pas honteux de parler de vertus, puisque pour Montesquieu, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de vertu. Et donc, comment retrouver le sens de la sobriété, par exemple, voilà une vertu. Eh bien, pour retrouver le sens de la sobriété, il faut faire un effort. Mais on ne fera cet effort de voyager moins en avion, par exemple, que si on a un horizon, que si on a une évaluation des résultats qu'on produit chacun. Et on voit que c'est un effort collectif. Et donc, pour une transition épistémologique,
il faut une transition spirituelle. C'est notre grand motto. Et quand on dit spirituel, on veut intégrer toutes les ressources de toutes les religions et pas uniquement de la religion chrétienne, même si on pense que dans la religion chrétienne, qui correspond quand même en France à plus de 50% des Français qui se définissent comme chrétiens, mais il y a aussi des musulmans, il y a aussi des juifs, il y a aussi des agnostiques, il y a aussi des bouddhistes. Dans chacune de ces traditions, il y a ce qui permet à l'homme de faire un effort sur lui-même pour plus de sobriété, pour plus d'harmonie, pour plus de justice, etc. Donc, on appelle à ça. Or, malheureusement, cette métaphysique un peu écuménique, aujourd'hui, elle n'est pas du tout entendue par les pouvoirs publics, par les milieux médiatiques, etc. Donc, c'est pour ça qu'on on demande aux gens de venir participer à nos séminaires en disant c'est une démarche ouverte, c'est une démarche utile et c'est une démarche épanouissante. Donc, travaillons là-dessus. Eh ben, on en fera la publicité. Vous y avez un peu répondu hein, tout à l'heure, mais j'avais envie aussi de vous demander comment parvenir à vivre ensemble. Est-ce qu'on doit, et ça c'est un point qui est important je pense aujourd'hui, mais est-ce qu'on doit forcément essentialiser ce qu'on est pour trouver notre place dans la société? Qu'est-ce que vous entendez par essentialiser ce qu'on est? Est-ce qu'on doit faire la place à, comment dire, aux revendications des communautés, de l'identité, pour trouver sa place? On voit bien hein, que ce soit diverses communautés de genre ou Je d'origine. comprends. Je comprends. Je pense que euh, tout dépend de comment on comprend l'identité. Si on comprend l'identité justement dans un sens personnaliste, comme je vous l'ai dit, la personne, c'est une identité ouverte, une identité qui ne s'épanouit que par la communauté. Et une communauté toujours plus ouverte du niveau familial, au niveau professionnel, au niveau syndical, au niveau associatif, au niveau politique, au niveau national, au niveau fédéral, au niveau des États-nations regroupés dans des fédérations d'États-nations. C'est des pelures d'oignons. Donc, le problème, c'est quand effectivement on essentialise, c'est-à-dire on coupe son identité d'une communauté plus vivante. Ça, c'est un problème. Et c'est la raison pour laquelle moi, je me sens très proche d'un mouvement qui s'appelle le mouvement convivialiste. Et j'aimerais en dire deux mots parce que ça me Mhm. paraît rejoindre votre démarche et c'est proche également de notre démarche. D'ailleurs, on a reçu assez souvent des intellectuels de ce mouvement comme Alain Caillé. C'est des gens qui se définissent pas sur un plan religieux particulier. Par contre, sur ce qu'ils disent, alors là, on se retrouve complètement à 200% au Collège des Bernardins. Ils ont publié un manifeste du convivialisme qui a été signé par plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes partout dans le monde. Et ce manifeste du convivialisme qu'on trouve facilement sur Internet, pour le résumer en quelques mots, il énonce des principes de vivre ensemble qui sont basés sur une sorte de schéma en croix avec 5 principes. Donc le principe de commune humanité, principe numéro 1 qui respecte la dignité de chaque personne. Donc là, on retrouve le principe de personne. Il y a le principe, alors ça je le mets en haut, il y a le Mhm. principe de commune naturalité. Ça, c'est l'idée qu'on fait partie d'un ensemble d'êtres vivants et qui fait que, euh, d'une certaine façon, on a une vie commune avec les lézards, avec les chênes, avec l'ensemble du monde vivant. Voilà, ça c'est commune naturalité. Ça, c'est un axe vertical. Et puis, il y a un axe horizontal avec le principe de légitime individuation. C'est ce dont vous parlez, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je suis hétérosexuel ou je suis homosexuel, je suis noir ou je suis jaune. On a un principe de légitime individuation. Et puis, il y a un autre pôle, toujours sur cet axe horizontal, qui est le principe de commune socialité. Et au milieu de ces 4 principes, il y a un double principe qui est celui de la modération, c'est-à-dire la responsabilité, ce que je disais tout à l'heure, et donc la maîtrise de l'hubris, comme dit Alain Caillé et Dufour et tous ces philosophes. En gros, il faut lutter contre les passions, et si on réalise pas que c'est essentiel, eh ben, on n'arrivera jamais à la vertu. Et puis l'autre principe, c'est le principe d'opposition créatrice, c'est-à-dire que on dit pas c'est bien, c'est mal,
on dit ces principes-là, il faut les tenir ensemble. Si on ne les tient pas ensemble, sur un plan vertical comme sur un plan horizontal, eh bien, on risque de se laisser entraîner dans la violence, dans l'hubris, dans la radicalisation, etc. Alors ça me plaît beaucoup parce que nous, sur un plan philosophique, on met aussi 4 principes. Pour trouver la vérité, il faut le principe de correspondance chez Aristote et le principe de mémoire ou de stabilité chez Saint-Augustin. Et sur un plan horizontal, le principe de cohérence, comme chez Kant, et le principe de consensus, comme chez Peirce. La vérité, pour atteindre la vérité, et c'est important de le dire aujourd'hui à un moment de post-vérité où plus personne n'y croit plus et où il y a des vérités alternatives, etc., il faut tenir ensemble ces différentes compréhensions de la vérité comme correspondance, mémoire, stabilité, cohérence et consensus. Et ça a des conséquences, mais gigantesques sur un plan spirituel, sur un plan. Là, je suis en train de lire un livre récemment de Yves Citon qui s'appelle L'économie de l'attention. Et même, il a écrit un autre livre qui s'appelle Pour une écologie de l'attention, où il dit aujourd'hui, l'économie, c'est plus du tout basé sur les biens, c'est basé sur l'attention qu'on peut s'accorder mutuellement, sur le principe de reconnaissance. Eh bien, cette reconnaissance, cette attention que les publicitaires sur lesquels les publicitaires travaillent sur le journal, avant le journal télévisé de TF1 ou quoi, c'est justement de savoir capter ces différents sens de la vérité, de la gloire, de la mémoire, de la cohérence, etc. Donc, je crois beaucoup à cette démarche finalement profondément personnaliste, sapientielle aussi, et ternaire. Ça, c'est le grand motto de ces penseurs convivialistes. C'est cette idée d'une vision dialogique, d'une vision pluriverselle, comme ils disent. Comment associer identité, altérité, on est tous différents et en même temps, on a chacun notre individualité pour vivre ensemble de façon fraternelle. Et ça, c'est le principe de pluriversalité que moi j'appelle le principe d'écuménisme. D'accord. Oui, c'est comme Amin Mahalouf qui, dans les identités meurtrières, définissait l'identité comme une succession de calques, en fait. Comme une Comme une succession de calques. Et au fur et à mesure du temps, on associe les calques et ça crée ce qu'on est, en fait, hein, finalement. Et Exact. au cours de la Exact. vie, en fait, elle s'enrichit, elle se modifie. Tout à fait, tout à fait. J'aime bien l'image aussi de la toile, d'une toile peinte par Van Gogh qui a des couleurs différentes et ces différentes couleurs, c'est nous. Et l'ensemble parvient, nous permet d'atteindre la beauté. De la même façon que le bien ne doit pas être séparé du juste, on ne doit pas séparer le beau du vrai. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'artistes. D'accord. Il me reste 2 questions que nous posons à chaque personnalité participante à nos conversations. La première, est-ce que vous pouvez me citer une action concrète qui serait de nature, selon vous, à renforcer les liens au sein de notre société? Il y a plein d'actions concrètes. Il y a toutes les structures, je pense au Secours catholique, à TD Quart Monde, qui font un travail remarquable pour associer les pauvres à, à, à l'idée de les sortir de la pauvreté. Bon, ça, c'est des grandes intuitions de Wresinski qui ne sont pas suffisamment entendues et sur lesquelles nous, on travaille au Bernardin. Et j'invite encore une fois les uns et les autres de nous rejoindre dans notre démarche. On a comme partenaire le Secours catholique à TD Quart Monde, mais on a aussi différentes autres associations, les Semaines sociales de France, etc. Donc voilà une idée qui est intéressante. On veut proposer 30 propositions pour une société juste. Et on aimerait les discuter avec toutes les personnes de bonne volonté. Il y a aussi, au moment des Gilets jaunes, la CFDT qui a sorti un manifeste, 66 propositions pour une société juste. Il y a plein d'idées intéressantes en ce moment. Il va y avoir des élections présidentielles l'année prochaine, des élections législatives aussi. Qu'est-ce qu'en font les politiques? Et les politiques n'y répondront que si nous-mêmes, la société civile, on les discute, on les travaille, on les met en avant. Donc voilà, deux initiatives que je cite comme étant très intéressantes à mon avis. Merci beaucoup. Et la dernière, en fait, quel livre
pourrions-nous lire si on s'intéresse au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui ensemble? Alors, le premier livre, à mon avis, le plus simple, c'est d'aller tout simplement sur Internet et de lire le manifeste du convivialisme, parce que c'est vraiment un travail de fond qui a été fait par des intellectuels de partout dans le monde et qui a été signé, encore une fois, par des milliers de personnes. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives de ce type et je trouve que ça mérite la discussion. Donc voilà, moi, ça, je pense que c'est la base. Maintenant, il y a d'autres livres très intéressants, bien entendu. J'imagine que les Tisserands d'Abdenour Bidar, vous les connaissez par cœur. Ouais. Il y a un penseur que j'aime beaucoup. C'est un penseur d'origine roumaine qui s'appelle Basarab Nicolescu. Et il est intéressant, ce penseur, parce qu'il a fondé une structure, là aussi on peut trouver ça sur Internet, qui s'appelle le CIRET, qui est un centre international de recherche et d'études transdisciplinaires. Et ça, on n'en a pas suffisamment parlé tout à l'heure quand je parlais d'épistémologie. En gros, notre nouveau rapport au savoir, c'est plus l'interdisciplinarité, comme vous le disiez en début d'interview. Nous, au Bernardin, on cherche la transdisciplinarité, c'est-à-dire D'accord. ce qui est vraiment, ce qui en profondeur unit les différentes sciences. Et ça, pour y parvenir, on n'y parvient qu'en changeant de logique. On passe de la logique du tiers exclu, du troisième qu'on exclut toujours, à la logique du tiers inclus. Cette logique du tiers inclus, c'est ce que développe Basarab Nicolescu, qui lui-même est physicien. Voilà, ça a donné le CIRET, qui là encore est suivi par des myriades d'intellectuels comme Edgar Morin et d'autres. Et je crois que c'est le 21e siècle. Donc, pour les jeunes générations que vous représentez, important de travailler sur la transdisciplinarité aussi pour arriver à une société plus juste, plus fraternelle. Eh bien, ce sera la conclusion. Je vous remercie, Antonin Jakowski. Merci à vous et donc à bientôt. Alors, j'espère au Bernardin.